Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien. A priori, tout fonctionne. A priori, tout fonctionne bien. Je tente un truc. Je tente de faire... parce que ça fait un moment. Ça fait un moment que je fais les émissions, les pronostics, les bilans de catch et compagnie sur Linksoft. Et je me dis, on n'a jamais l'occasion de parler des shows alors que j'ai souvent des trucs à dire. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire trois... Ah, salut Caroline, comment ça va? Comme tu es matinale. Pardon. C'est en disant le prénom à haute voix, ça... Bon, bref. Donc ouais, attendez, je vais peut-être mettre le chat ici. Donc tout est en préparation, tout est susceptible de changer. Et je vous préviens tout de suite, donc ne vous habituez pas trop vite. Vous savez comment je suis. Le plan qui est prévu pour le moment, c'est de faire ce genre de show 3 fois par semaine, le jeudi, le samedi et le mardi. Donc le jeudi, évidemment, on parle de NXT et de Dynamite. Le samedi, on parle de NXT UK qui sera diffusé ce soir, mais je peux pas faire ça 4 fois par semaine. NXT UK qui sera diffusé ce soir, SmackDown et 205 Live qui sont diffusés aux États-Unis dans la nuit de vendredi à samedi. Et donc mardi, puisque, n'est-ce pas, dans la nuit de lundi à mardi, il y a Raw. Peut-être qu'on fera pareil pour les PPV, et à ce moment-là, il n'y aura plus du tout de bilan et de pronostics sur Linksoft, puisque ils seront rendus obsolètes du fait qu'on fera ça sur Twitch. Première fois que j'arrive sur un de tes streams, c'est parce que j'en fais pratiquement jamais. Ce qui, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va revenir sur NXT de la semaine dernière, non, parce que ça ne sert à rien. On va revenir sur NXT. Oui, merci beaucoup Phoenix, et bonne année à toi aussi, bonne année à vous tous. Il faut que j'arrête de m'interrompre à chaque fois que je vois vos messages. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que j'arrête de faire très très vite. Donc normalement, le truc est censé durer 1 heure à chaque fois. Donc les shows ou les diffusions où on parle de 2 shows, je vais essayer de diviser ça en 2 demi-heures tout à fait identiques. Même si vous allez voir, j'ai tendance à préférer NXT d'une façon générale. Mais là, on a eu 2 excellents shows. J'aurais voulu commencer avec Raw, mais je pense que c'est bien qu'on n'ait pas commencé avec Raw, parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait commencé par un show inondé de sel, où j'aurais passé mon temps à vous dire que c'est à chier. Et du coup, vous vous serez dit, pour quelqu'un qui regarde du catch, il aime pas beaucoup le catch. Alors que là, on va commencer par 2 shows que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il y a Paresseux Peureux qui dit « Salut, pas la peine de répondre, continue de parler. » Oui. Bon, ça me fait rire. Et en plus, là où c'est bien et que je vais pas trop perdre de temps, c'est que pendant qu'on va parler de show, je vais faire ce que je fais toutes les semaines habituellement, c'est-à-dire remplir mon tableau. Et je vais le remplir sous vos yeux ébahis. Attention, hop là, c'est le tableau. C'est le fameux tableau, dont je parle dans les stats, le fameux tableau où j'attribue mes notes. Donc vous voyez le barème à droite. Voilà, il est là, il est merveilleux, il est fantastique. Et nous allons le remplir ensemble, en commençant par NXT. Pif. Alors, l'épisode de NXT, donc je commence vers midi 17. Donc il faudra que j'arrête de parler de NXT à 47. Ok, on est parti. Si jamais ça déborde, c'est que le live essaye de me copier, puisque moi-même je déborde. Décembre a été terrible pour mon régime. On a commencé avec segment... Attention, transition. Je ne sais pas faire. Ça fonctionne. Je m'émerveille de petites choses. Donc NXT a commencé avec Dexter Lumis qui était l'hôte de la soirée. C'est fantastique parce que c'est un hôte muet. Donc je me suis dit, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Ça a très bien fonctionné. Donc Loomis est arrivé devant ses consoles, il a joué avec la lumière et puis il a abaissé un levier, ce qui a fait apparaître le public. Je ne sais pas comment ça marche, tu ne sais pas comment ça marche, personne ne sait comment ça marche, mais ça marche. Le premier match de la soirée a été la mise à mort de Damien Priest. Bon, fallait bien commencer par quelque chose. J'ai mis B+ à ce match-là. J'ai trouvé qu'il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, tout en étant... Priest n'a pas démérité. Il n'y a jamais eu le moindre doute que Karrion Kross allait gagner. Mais Priest s'est quand même bien défendu.
notamment tout un passage où il a récupéré un peu l'élan du match, il a fait un Razor's Edge, alors que en fait, tout le schéma du match, c'était que Karrion Kross travaillait sur les côtes de Damien Priest, tandis que Damien Priest travaillait sur le bras de Karrion Kross, puisque... Oui, c'est ça, Karrion Kross. Avant, il s'appelait Killer Kross, maintenant c'est Karrion Kross. Il travaillait sur le bras de Karrion Kross, puisque c'est le membre qui s'est blessé et qui a fait qu'il a dû abandonner le titre de NXT. Et donc voilà, j'ai trouvé ce match vraiment excellent. J'espère que je ne vais pas oublier des trucs, parce que c'est un peu la phobie que j'ai. Et donc, comme je vous l'ai dit, hop là, on va remplir le tableau en même temps. C'est fantastique. Peut-être que je trouverai une façon de faire ça un tout petit peu plus fluide prochainement. Écoutez, on découvre. Donc, l'intro avec Dexter Lumis, je lui ai mis C+. Je pense que c'est... Ah oui, le tableau est divisé en deux parties que là, vous pouvez difficilement voir. Les grosses parties sur le ring, c'est toute cette partie-là. Hop là. Et là, c'est les apparitions secondaires. Donc tout ce qui est pas sur le ring ou manager, rôle de manager, il est là mais il parle pas, enfin ce genre de choses. Et donc Karrion Kross contre Damien Priest. Je sais pas où j'ai rangé ça. C'est... Oh. Ah oui, non, ouais, j'ai mis ça ici. Donc Karrion Kross B+, Damien Priest B+, et Scarlett B+, mais dans un rôle de manager. Pouf! Et voilà, c'est fantastique, c'est le tableau. Ensuite, on a eu une promo rapide de Adam Cole et Roderick Strong qui ont annoncé une nouvelle fois qu'ils participeraient au Dusty Rhodes Tag Team Classic, donc ils commencent la semaine prochaine. J'ai vraiment très très hâte parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Ils commencent à remplumer un peu leur division par équipe à AEW. Lapsus révélateur à NXT. Donc ça fait vraiment du bien, d'autant que Cole et Strong, c'est un duo dans l'Undisputed Era qu'on n'a pas tendance à voir. Généralement, il y a toujours Kyle O'Reilly et Bobby Fish dans les équipes. Que là, c'est les deux autres membres de l'Undisputed Era. Donc c'est chouette. Est-ce que j'ai un pronostic pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic de cette année? J'ai pas tous les participants en tête, donc c'est un peu chaud. Mais bon. Ensuite, on a eu un match que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je mettrai peut-être les notes à la toute fin. Histoire de ne pas interrompre le flux de ce que je dis. Je sais pas. Vous me dites comment vous trouvez que c'est le mieux. Si je mets les notes après avoir parlé du segment, à la limite pendant que je parle du segment, c'est peut-être plus intelligent. On va faire ça. Grande Métallique contre Santos Escobar pour le titre Cruiserweight. Eh ben, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Ça m'a fait vraiment du bien de voir Grande Métallique montrer un peu ce qu'il sait faire, parce que, n'est-ce pas, d'habitude, il est ici, voilà, dans le fond du cul, comment je vais dire, dans le cadre du titre 24/7, qui est donc le gros titre pour jobber du roster principal. C'est ça, excusez-moi, je cherche mes mots, c'est absolument insupportable. Tandis que Santos Escobar est un excellent champion cruiserweight. Là, vraiment, évidemment, Santos Escobar est accompagné par Raúl Mendoza et Joaquin Wilde de Legado del Fantasma, tandis que Grande Métallique est accompagné par Lince Dorado, son comparse de Lucha House Party. Donc ouais, voilà, le match a été vraiment excellent. On oublie souvent que Grande Métallique est très très bon, parce que il a rarement l'occasion de faire grand chose sur le roster principal. En fait, c'était deux conceptions de la lucha, finalement, de la lucha libre, qui s'affrontaient. Metallic est plus dans l'aérien, dans les grands sauts, dans les sauts périlleux qui rebondissent sur la troisième corde, qui vont dans tous les sens, tandis que Escobar est plus sur un style technique. Et du coup, ça a donné un excellent match auquel j'ai mis à moi. Quelqu'un me fait remarquer. Champion intérim, oui. Tout à fait. Santos Escobar est champion intérim. J'ai hâte qu'ils se rencontrent, parce que pour ceux qui l'ont pas, Santos Escobar est champion cruiserweight de NXT, parce que Jordan Devlin ne peut pas venir aux États-Unis, parce que pandémie, tout ça machin.
Donc, normalement, il est censé être champion par intérim. Et voilà, ils ont décidé de virer le par intérim de son, de son titre. Du coup, techniquement, il est vraiment champion Cruiserweight. Mais techniquement, il y a 2 champions Cruiserweight. Ensuite, on a eu une promo de Mercedes Martinez qui a simplement dit qu'elle voulait affronter Io Shirai pour le titre féminin. Cool. C'est mieux. C'est mieux de voir Mercedes Martinez affronter Io Shirai que de servir de pom-pom girl à Rétribution comme le fait en ce moment Mia Yim sous le pseudonyme de Rétribution. Non, Rétribution c'est l'équipe. Reckoning. That's Reckoning. Ensuite, oui, alors ça j'adore, je suis très content de vous en parler. C'est le genre de truc, hop là, c'est le genre de truc dont ça me faisait mal de ne pas pouvoir vous en parler parce que c'est peut-être une des histoires que j'aime le plus en ce moment à NXT. Xia Li et Boa ont été convoqués par une espèce je saurais même pas comment dire, j'ai l'impression que c'est une vieille dame avec un voile extrêmement maquillé, mais qui est aussi un dragon, qui est aussi une espèce de présence mystique. Et globalement, cette dame les a défoncés, puis les a fait se défoncer entre eux, jusqu'à ce qu'ils en redemandent. Et Xia Li et Boa, là c'est Xia Li que vous voyez, hop là, ici, sont revenus cette semaine en mode badass, finalement, j'ai envie de dire. Notamment Xia Li donc, a eu un match contre Katrina Cortez, dont vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, elle a fait équipe avec Sin Cara contre Andrade et Zelina Vega avant de disparaître. Elle est montée sur le roster principal pendant 3 semaines et puis elle a disparu. Et ben voilà, elle était là et elle s'est faite défoncer par Xia Li. J'ai mis un B à ce segment-là. J'ai trouvé que c'était une excellente façon, on passe au tableau, une excellente façon de réintroduire ces personnages-là. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Alors Boa a été manager dans cette histoire et quelqu'un me dit dans le chat, c'est Sister Abigail. Ça m'étonnerait. À moins que Bray Wyatt ait vachement calmé le côté folklore chinois de sa gimmick. Où est Katrina Ah ouais, attends, avant, elle s'appelait Catalina et c'est rangé par alphabétique. Voilà, tu es là. Donc voilà, ça, j'ai trouvé que c'était bien. Je mettrai les notes de Mercedes Martinez, Adam Cole et Roderick Strong plus tard. Ensuite, ça a été moche. William Regal a annoncé que le pit fight opposant Tommaso Ciampa à Timothy Thatcher ne pourrait pas avoir lieu parce que Thatcher était pas à 100%. Globalement, il voulait pas prendre de risques. L'idée, c'était voilà que un match normal, il aurait peut-être pu y aller, mais là, bon, ça allait pas être un match normal, donc on va attendre un peu qu'il puisse en prendre plein la mouille avant d'y aller. Donc ce match aura lieu, mais pas ce soir-là. On a eu une interview de Bronson Reed qui globalement nous dit je suis là. Merci Bronson, c'était génial. Et Bronson Reed qui nous a dit je suis pour Rhea Ripley dans le match suivant qui pour moi a été le match de la soirée, parce que j'inclus Dynamite dans soirée. Au moins le match de NXT, au moins le match de la soirée à NXT. Rhea Ripley contre Raquel Gonzalez. Tout ce que j'espérais et plus encore. Elles ont eu un match de comment tu traduirais host match en français? Match de marmule peut-être? Un marmatch? Un match nul, j'en sais rien. Rhea Ripley a essayé de menotter, donc c'était un last woman standing match, donc la règle du match c'est que la première qui reste à terre pendant le compte de 10 de l'arbitre a perdu. Rhea Ripley a menotté Raquel Gonzalez au grillage autour du ring. Raquel a arraché un bout du grillage, voilà. Elle a arraché un bout du grillage pour mettre des bouts de grillage dans la gueule de Rhea Ripley, donc ça c'était sympa. Rhea Ripley a pris le marteau dont il se sert pour taper sur la cloche du ring, pour essayer de taper Raquel Gonzalez, et ça j'ai beaucoup aimé parce que Raquel Gonzalez du coup elle a pris Rhea Ripley et elle lui a mis un coup dans la cloche, du coup ça a fait ping. Voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo.
Ah oh putain, ouais. Rhea Ripley, Gonzalez a fait, je crois que c'est un powerbomb. Non, c'est peut-être je sais plus ce qu'elle a fait. Je me rappelle juste que Rhea Ripley est tombée le milieu du dos sur le coin de la table des annonceurs. Aïe! Ouais, ils s'en sont mis plein la gueule. À un moment donné, elles étaient dans les coulisses et il y a Dakota Kai qui est donc la partenaire par équipe de. J'ai oublié de cliquer sur suivant. Ah, ça n'a pas eu lieu. Fantastique. Dakota Kai qui est donc la partenaire par équipe avec Gonzalez qui est intervenu, a mis des coups de kendo stick à Rhea Ripley. Rhea Ripley qui lui a répondu en lui mettant des coups de casier dans la gueule. Il y avait un casier qui était là, il lui a fermé le casier dans la face. Et elle a enfermé Dakota Kai dans un casier et qu'elle l'a bloqué avec un container. C'était violent comme match. Je pense qu'on peut direct aller à la fin. J'ai l'impression d'oublier un truc. Enfin, j'oublie forcément plein de trucs. C'était un match très dense, très très dense. Le match est terminé quand Gonzalez a fait son powerbomb à une main, j'ai envie d'appeler ça comme ça, alors, les escaliers qui étaient au bord du ring, bah là, ils étaient en haut de la rampe. Et elle a fait son one-arm powerbomb du haut de ces escaliers-là à travers comment t'appelles ça? La plateforme qui est en haut de la rampe. Stage, ils appellent ça en anglais. Elles sont toutes les deux passées à travers, mais Raquel Gonzalez a réussi à en sortir avant. J'ai mis un A+ à ce match, parce que je voyais pas de raison de lui mettre moins que ça. Je l'ai trouvé vraiment brillant, vraiment excellent. L'un des deux très bons matchs de cette soirée. Hop, on passe au tableau. Un vrai plaisir. J'espère qu'ils ont quelque chose de prévu pour Raquel Gonzalez. J'en suis même à espérer qu'elle va gagner le titre féminin. Et franchement, si vous m'aviez dit ça il y a quelques temps, je vous aurais pas cru. Oh bah pourquoi j'ai plus de... Ah bah non, parce que je me suis trompé, voilà. Hop, hop, hop. Fantastique. Donc ouais, on fait les réglages, hein. On fait les réglages pendant qu'on parle. Ensuite. Ah oui. Alors ensuite, il y a Johnny Gargano qui est arrivé avec sa toute nouvelle faction The Way pour célébrer la fin de la malédiction, puisque il était maudit jusque-là. À chaque fois qu'il défendait un titre, il le perdait. Il n'arrivait pas à rester champion. Ils ont célébré ça de la façon dont ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils se sont offerts des cadeaux de merde. Apparemment, c'est leur truc. Candice a offert une plaque toute pétée à Johnny. Theory leur a offert un tableau qui les représente tous les quatre, mais en super-héros. Et globalement, j'avais l'impression que leur tête était mise en sticker sur des corps de super-héros. Enfin, c'était un peu naze. C'était un peu naze. Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Jusqu'à ce que Shotzi Blackheart débarque avec son tank, comme elle fait d'habitude. Shotzi qui a donc rappelé à Candice LeRae que c'est pas fini, qu'elles sont toujours en rivalité, qu'elle lui a toujours pas, enfin voilà, qu'elle considère que leur histoire n'est pas terminée. Austin Theory est allé voir Shotzi genre tu parles pas comme ça là, dis donc, c'est pas gentil ce que tu fais. Shotzi lui a tiré le projectile qu'elle a au bout de son tank dans les parties, dans les theories. Ce qui a beaucoup fait marrer Beth Phoenix en commentaire d'ailleurs. Puis Dexter Lumis non, d'abord, Kushida est intervenu. Kushida était en mode j'ai pas de storyline, est-ce que je peux m'inviter? Donc voilà, il s'est invité. Ce qui est très très chouette, puisque je vois bien Kushida contre Johnny Gargano pour le titre nord-américain, ça peut être vraiment très très chouette. Donc voilà, et Dexter Lumis, qui était aux abords du ring, s'est contenté de sonner la cloche et de rendre officiel le match que vous voyez là. Kushida et Shotzi Blackheart contre Johnny Gargano et Candice LeRae. Match sympa, pas vraiment de match sympa.
Match sympa. Juste, il y a un moment donné, ça m'a un peu saoulé. Austin Theory est intervenu et normalement, ça aurait dû être une disqualification, mais en fait, c'était juste un prétexte pour que Shotzi Blackheart fasse tomber Johnny Gargano dans les couilles de Theory. Je sais pas ce qu'ils ont avec les couilles de Theory. Apparemment, c'est le punching ball du mercredi soir. Euh, et bah voilà. Bah voilà. Les gentils ont gagné. Kushida et Shotzi Blackheart ont gagné. Alors, comment j'ai noté ça? Parce que du coup, c'est deux segments différents. On va passer au tableau. C'est deux segments différents. J'ai mis un B+ à la première, au premier segment parce que je l'ai trouvé vraiment très très drôle. Et donc il y a Kushida qui. Ah, mais Kushida c'est un peu léger, donc il faut aller le chercher là. Hop. Où est-il? C'est rangé par alphabétique. Ici. Et ensuite j'ai mis un B- au match parce que c'était. Bon, c'était pas. Franchement, c'était pas grand chose. Quoi. Voilà. C'était un petit match. C'était un petit match sympa. Donc Shotzi, Gargano et Candice, Indy Hartwell et Austin Theory, donc les deux autres membres de The Way, n'étaient là que pour faire de la figuration, enfin faire du soutien émotionnel. Mais c'était chouette, c'était chouette. J'ai pas grand chose à rajouter. Ensuite, j'ai écrit Regal Loomis. Ah oui, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un Dusty Rhodes Tag Team classique féminin. Et ça, c'est vraiment très très cool. C'est-à-dire qu'ils vont faire un tournoi par équipe, mais pour les femmes. Et ça, je trouve ça vraiment très très chouette parce que ça va donner quelque chose à faire à la très très vaste et très très, très talentueuse division féminine de NXT. J'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant, ils n'ont pas beaucoup d'équipes. Ils ont une équipe qui est vraiment établie, vraiment très très claire. C'est Casey Catanzaro et Kayden Carter. Que personnellement, j'ai tendance à. Je pense que c'est les favorites. Je pense que c'est les favorites pour le. Ou les favoris. Bon. Les favoris IE. Non, je crois que c'est. Je crois qu'on dit favorites. Bon. Pour le match, pour le tournoi. Maintenant, ils vont probablement mettre Jessamine Duke et Marina Shafir. Les pauvres femmes, quoi. Elles étaient hyper couchées quand Ronda Rousey était là. Ronda Rousey est partie et alors elles ont disparu de la circulation. C'est-à-dire que Ronda Rousey est partie, Shayna Baszler est montée sur le roster principal. Duke et Shafir ont disparition. Elles sont revenues un peu pour Raw Underground. Quelle tristesse qu'on n'ait pas parlé tous ensemble de Raw Underground. Hein, ça aurait été sympa. Qu'est-ce qui... Non, du coup, il y a Dakota Kai, il y a Raquel Gonzalez. Il y a... Les autres équipes, j'imagine que ça va être du... Je pense que Robert Stone va agrandir le Robert Stone Brand avec une autre signataire, j'imagine. Bref, on verra bien. On verra bien, mais j'ai hâte de voir parce qu'ils ont vraiment une division féminine de dingue à NXT. Et enfin, le main event, Finn Balor contre Kyle O'Reilly. Je lui ai mis un A. Je lui ai mis un A à ce match-là. Pas un A+, me demanderez-vous? Non, pas un A+, parce que j'ai un problème d'ordre... comment je vais dire? Un problème d'ordre conceptuel du catch, si vous voulez, avec ce match-là. Mon souci, c'est que ça fait 2 fois qu'ils s'affrontent et ça fait 2 fois qu'ils se blessent pour de vrai. Stop. Le match était impressionnant, le match était vraiment excellent. Globalement, Kyle O'Reilly a essayé de faire se soumettre Finn Balor en lui tordant tout ce qu'il pouvait tordre, tandis que Finn Balor avait l'objectif très clair de rendre la monnaie de sa pièce à Kyle O'Reilly, puisque Kyle O'Reilly a brisé la mâchoire de Finn Balor lors de leur dernier affrontement, et Finn Balor s'est vraisemblablement promis de péter la mâchoire de Kyle O'Reilly. Ça a commencé quand Finn Balor faisait une prise de soumission sur Kyle qui faisait que ses mains n'étaient pas disponibles et du coup il a atteint les cordes parce que quand tu es dans une prise de soumission, si tu atteins les cordes, ton adversaire est obligé d'arrêter sa prise comment dirais-je, et donc il a atteint les cordes avec ses dents et Finn Balor en a profité pour lui mettre un coup de pied dans la nuque et du coup lui a enfoncé la corde façon American History X, finalement.
Et à partir de là, Finn Balor n'a jamais laissé tomber, à continuer de mettre des coups de poing, des coups de pied, de mettre tout son amour dans la gueule de Kyle O'Reilly, jusqu'à jusqu'au final où globalement, alors attendez que je me plante pas, Finn Balor faisait une clé de bras avec ses jambes sur Kyle O'Reilly, puis a attrapé sa tête pour serrer comme ça au niveau de sa mâchoire, et c'est là que Kyle O'Reilly a fini par abandonner dans un match où il n'a pas démérité du tout. Tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai mis Lynx TS. Panda, tu es méchant. C'est Lynx TS parce que c'est Lynx the Sun, vu que voilà mon pseudonyme. J'ai mis mon... Ouais, c'est bon, j'ai mis le 17 à ça, à ce main event-là. Et globalement, je suis revenu sur mon tableau, puisque, n'est-ce pas, vous savez comment ça marche. J'attribue aussi des points bonus. Des points bonus pour les trois meilleures prestations, je vais dire, du show. En l'occurrence, j'ai mis 3 points à Rhea Ripley, qu'on va aller chercher dans les R, parce que c'est ainsi que l'alphabet fonctionne. Donc voilà, si je faisais un stats mensuel, hop là, je me mettrais une petite note comme quoi Rhea Ripley, je pourrais en parler puisqu'elle a été la meilleure d'un mois. Ensuite, Rhea Ripley, Raquel Gonzalez, je lui ai mis 2, et Finn Balor, je lui ai mis 1. Et à la fin de l'année, ça fait un très très beau tableau avec plein de chiffres dont on peut me parler. Le stat de 2020 est toujours pas enregistré, mais j'ai tous mes segments dans l'ordre, donc on va pouvoir en parler. Ah oui, non, là, ça revient au début. Ok, super, très bien. Vu que on est vu qu'il nous reste 6 minutes pour parler de NXT, on peut même se payer le luxe que je réponde à vos questions. Si c'est pas formidable, si ça bug pas, parce que moi le chat bug vraiment beaucoup de mon côté. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on passe à la suite. C'est pas grave si ça dure pas 1 heure tout pile, d'autant qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur AEW. Peut-être moins qu'à NXT. Dans tous les cas, voilà, j'attends vos réactions. Sauf si je constate que ça bug. Si je constate que j'ai plus du tout de messages, je me dis ça marche pas. Donc on va passer à la suite. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Ou alors vous n'êtes pas très actifs, ou alors vous n'êtes pas nombreux. Parce qu'il y a cette possibilité aussi. J'avoue que j'ai à peine regardé Twitch depuis que j'ai commencé. Le chat bug, on la connaît celle-là. Non mais oui, non mais le chat bug beaucoup chez moi. Yumika me demande d'où viennent les dessins que j'ai utilisés. Et c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, ou dire ça, ou juste mentionner ça. C'est les dessins qu'a fait Dexter Lumis, le catcheur qui était l'hôte de New Year's Evil, qui donc ne parle pas, mais qui fait des petits dessins. Et qui a notamment donc fait hop là, ce dessin là. Juste avant New Year's Evil, parce que c'était un nouveau un match qui a été annoncé au dernier moment. Voilà. Et j'ai vu que Mini Eviltal m'avait également posé une question. Penses-tu que Dakota Kai pourra devenir championne? J'ai pas envie de te briser le cœur, Mini Eviltal. Réponse courte, non. Mais peut-être ça vaut le coup de développer un peu. La division féminine de NXT est vraiment dingue. Euh, je veux dire, la division féminine de NXT est tellement dingue que Rhea Ripley, j'allais dire, n'est pas restée championne plus de 3 mois. On sait pourquoi. Il y a Charlotte Flair qui est intervenu entre deux. Mais voilà, Rhea Ripley, qui est un peu le maître étalon de cette division-là, n'arrive pas à battre Io Shirai, la championne. Euh, alors que Rhea Ripley arrive à battre tout le monde. Je veux dire, Rhea Ripley arrive à battre Shotzi, et Rhea Ripley arrive à battre Toni Storm, elle arrive à battre Candice LeRae. Alors, Dakota Kai, qui est vraiment présentée comme
j'allais dire inférieure, qui est présentée comme moins bonne que ces catcheuses-là qui sont vraiment très bonnes. Euh, bah, non, je pense que Dakota Kai a pas beaucoup d'espoir. Et du coup, The Asian Kebab demande, mais qui va prendre le titre à Io Shirai? Ben, moi, j'ai deux hypothèses. J'ai deux hypothèses que j'aime bien. D'une part, Raquel Gonzalez. Je pense que ce serait une excellente idée de surfer sur cette vague-là. Je veux dire, Raquel Gonzalez a tout le vent du monde dans ses voiles. Ce serait une très bonne idée d'aller jusqu'au bout. Parce que bah, Gonzalez est parvenu à vaincre Rhea Ripley, alors que Rhea Ripley, c'est un peu sa grande rivale depuis longtemps. Et Ripley et là, elle a réussi enfin à la battre, alors qu'elle n'avait pas réussi à la battre la dernière fois qu'elles se sont affrontées. Donc voilà, ils ont manifestement décidé de mettre une fusée sur Raquel Gonzalez. Et mon autre hypothèse, que j'aime peut-être plus, Xiali. Ça se prononce probablement pas Xiali. la catcheuse chinoise qui est partie pour revenir encore plus forte. Parce que du coup, on ne sait pas quelle est la limite de Xiali. On ne sait pas. Il y a une dimension très Dragon Ball Z, c'est ce nouveau personnage est arrivé, il est surpuissant, mais quelle est la limite de sa puissance? On ne sait pas encore. It's over 9000. Donc, peut-être que Xiali est au niveau de devenir championne. Peut-être. J'ai hâte que Xiali ait ses premières rivalités sérieuses. Mais voilà, pour moi, il faut que Xiali batte Candice LeRae, il faut que Xiali batte Dakota Kai. Elle est dans ce tir-là, si j'ose dire. Xiali, elle est... faut qu'elle batte le mid-card de la division féminine pour arriver dans le main event et peut-être briller dans le main event. Et dernière question, Jay Dartile me demande est-ce qu'on va voir Ripley sur le roster principal cette année? J'espère pas pour elle. C'est Camille qui m'a fait remarquer ça. Quand j'ai repris en 2017, j'étais vraiment très 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 content quand les catcheurs de NXT arrivaient sur le roster principal. Et aujourd'hui, 2021, c'est l'inverse. Quand j'ai vu Lucha House Party arriver à NXT, je me suis dit enfin, ils vont faire quelque chose avec Lucha House Party. Cool. Mais non, c'était juste pour ce show-là. Et du coup, je suis un peu déçu. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Peut-être que Rhea Ripley pourra briller sur le roster principal, tu me diras. Maintenant, j'ai envie aussi de te répondre, Bianca Belair chez Shayna Baszler. Il n'y a aucune raison d'être optimiste quant au roster principal de la WWE. Il est 47, vous savez ce que ça veut dire? Oui, c'est voulu, le clin d'œil est voulu. Nous passons à Dynamite. Boom, let's go, Ignite. Never miss a trace of light. Can you hear the boom? That means it's time. Light the fuse, bring the booms. Dynamite, c'était absolument flawless. New Year's Smash, moins mon truc. Voilà. D'une façon générale, c'est moins mon truc. Il y a Maverick56, tu reposeras ta question à la fin du truc quand je répondrai aux questions. D'accord? Parce que si je réponds aux questions, j'ai un ordre à respecter parce que je suis très bordélique. Si je commence à me laisser dominer par le bordel, c'est ce qui est en train de se passer. Plus tard. Moi, mon truc, parce que vous allez voir, il y a un reproche qui revient très, 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 très souvent dans les shows de Dynamite, c'est ces gars-là sont excellents sur le ring, il n'y a aucun doute. C'est vraiment le niveau de catch à Dynamite est meilleur que... Mais si, partout ailleurs. J'allais dire peut-être pas NXT, mais si, je pense qu'ils sont meilleurs dans le ring à Dynamite à NXT. Pour Bianca Belair, il y a quand même espoir. Oui, c'est vrai qu'elle a brillé à SmackDown, à Raw, où elle était avant SmackDown. Elle a été à Raw depuis mars jusqu'au draft. Il y a plein d'espoir. On arrête de s'interrompre. Je vous passe sur l'écran de droite, où je ne vous vois plus. Je viens de souffler comme un chat. Au secours. Donc ça, le show s'est ouvert sur Young Bucks et SCU contre TH2, The Hybrid 2, The Hybrid 2, j'en sais rien comment ça se prononce leur truc.
Et The Acclaimed. The Acclaimed qui arrive sur le ring en faisant un petit rap totalement pourri. C'est une gimmick. C'est une gimmick. Voilà, c'est chacun son truc. J'ai mis B- à ce match. Et c'est vraiment... à la base, je partais sur un C parce que c'est vraiment... C'est le genre de match qui n'a pas d'histoire, il y a une histoire sur le ring pendant, mais il n'y a pas d'histoire avant. Et du coup, quand le match commence, je me dis, bon, bah, allez-y, que les meilleurs gagnent. Donc les Young Bucks et SCU ont gagné. J'ai bien aimé le finish. J'ai bien aimé le finish parce que les Young Bucks allaient faire une de leurs deux prises de finition. Donc il y a l'Indy-Taker et le Meltzer Driver. La différence entre les deux, c'est que souvent Nick Jackson fait un flip ou non dans sa prise de finition. Bref. Et là, en l'occurrence, Nick Jackson était indisponible et du coup, c'est l'un des deux membres de SCU, je crois Christopher Daniels, qui a fait un espèce de moonsault pendant que Matt Jackson faisait sa part du Meltzer Driver. Donc c'était la fin était un peu sympa. La fin était un peu sympa, mais le match en lui-même, c'était vraiment juste des gars qui cachent très bien, mais c'est tout, quoi. Et du coup, il manquait vraiment quelque chose. Et j'ai eu ça. Après, j'ai eu j'ai eu l'histoire, si vous voulez, elle est arrivée après. Parce que SCU, donc les deux membres de SCU qui étaient présents sur le ring, ont dit aux Young Bucks, on s'est mis d'accord en 2021, si on perd un match, on dissout l'équipe parce que bah, on a fait notre temps. Et on aimerait que ce soit dans un match contre vous pour les titres par équipe de AEW parce que ce sont les titres par équipe les plus prestigieux du monde et que vous êtes la meilleure équipe du monde. Et je dis, ça c'est mignon, ça c'est sympa, ça c'est une belle histoire, ça c'est une histoire que j'ai envie de suivre. On va, hop là, passer au tableau. Du coup, ce segment-là, je lui ai mis un B. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup de gens et vraiment beaucoup de notes. C'est parti. Donc B- aux Young Bucks. Alors, on va les trouver rapidement parce que sinon ça va être chiant. Voilà, on a les Young Bucks qui sont là. On les a mis B-. The Acclaimed faisait partie du match. Hybrid 2 faisait partie du match. Et Frankie Kazarian et Christopher Daniels faisaient partie du match également. Et à mon grand plaisir, il n'avait pas de manager, ce qui est très chouette. Ensuite, on a eu SCU et les Young Bucks dans leur segment subséquent. Pif, pif. Pif, pif. Ensuite, ensuite, on a eu le retour de Jon Moxley. Et ça, c'était bien. Jon Moxley est arrivé. Il a fait une promo. Et globalement, sa promo, c'était... je devrais être en colère que Kenny Omega m'a volé le titre, plus ou moins. Parce que Kenny Omega a vaincu Jon Moxley pour le titre de AEW, mais pas de façon très très propre. Jon Moxley a dit, voilà, globalement la promo c'était, je vais pas me plaindre, parce que je sais que la vie est injuste, et je sais que des fois des fois la vie t'encule, voilà, c'est comme ça. Mais il faut que Kenny Omega sache que il devrait. Moxley a aussi dit, c'est ça qui était brillant dans cette promo, c'est qu'il a mis absolument tout le monde en avant. Il a dit, je vais pas intervenir avant le match de championnat parce que Kenny Omega avait un match contre Rey Fenix le soir même. Je vais pas intervenir ce soir parce que ce match doit avoir lieu dans les meilleures conditions possibles parce que c'est une question de respect pour le titre de AEW et le respect pour le titre de AEW, c'est ce que je me suis efforcé de montrer pendant tout le temps où j'étais champion. Et en plus, Rey Fenix s'est battu pendant 20 ans pour avoir l'occasion d'avoir un titre mondial et j'ai surtout pas envie de lui prendre ça. Bref, il a défendu tout le monde, il a mis tout le monde en avant, le titre, Kenny Omega, Rey Fenix, tout. Et lui aussi, évidemment, parce qu'il a fini par dire, mais Kenny Omega, sache que tu ne seras jamais en sécurité, tu devras toujours garder un œil derrière toi, parce que le boogeyman t'attend. Je lui en veux le Joe. Bref. Non, la promo était vraiment, vraiment excellente. Moxley arrive à donner une intensité à ses promos. C'est dingue qu'ils en aient jamais rien fait à la WWE de cette capacité à faire d'excellentes promos. Vous allez dire, jamais rien fait. Non, c'était surtout lui qui parlait quand ils étaient dans le Shield avec Seth Rollins et Roman Reigns. Mais
où il est où il est où il est John Moxley, où il était John Moxley à la WWE, quoi. Où il était ce John Moxley, enfin ce Dean Ambrose si vous voulez à la WWE. Bref, ce segment-là, je lui ai mis un A sans aucun problème. Je crois que John Moxley, je l'ai mis dans les... Ah non, où est-il? Où est-il? Où es-tu? Où es-tu? John Moxley. Non, il est caché. Ah oui, non, vu que tout le monde a une... Voilà, ils sont là. D'accord, je vous explique ce qui s'est passé. J'étais en train de me dire, à ce niveau-là, il ne doit plus y avoir de storyline. Non, en fait, les storylines, elles sont rangées ici, vous voyez, c'est ces numéros-là. Et du coup, pour tomber sur des gens qui n'ont pas de storyline à AEW, il faut descendre jusque-là. Voilà, donc il était là. Et maintenant, il a une storyline en plus. Maintenant, il est dans l'histoire avec Kenny Omega. Bref, revenons à nos moutons. Ensuite, on a eu... Est-ce que j'ai une illustration pour ça? Non, j'ai pas d'illustration pour ça, donc je vais vous en parler vite fait. Miro, donc l'ancien Rusev à la WWE, s'est foutu de la gueule de Chuck Taylor parce qu'il a envoyé son meilleur pote Trent à l'hôpital et du coup, il lui a dit vas-y, on a un match. Et, enfin, c'est Chuck Taylor qui lui a dit vas-y, on a un match. Et Miro a dit ouais, mais si tu perds, tu seras mon serviteur. C'était pas beaucoup mieux que ce que je vous fais. J'exagère un peu le trait parce que j'ai trouvé ça un peu. J'aime pas Miro, j'aime pas ce qu'ils font de lui à AEW. Bref, voilà, Miro a dit tu seras mon. Je sais plus, apparemment c'est un truc japonais. Pas best boy, mais mon boy ou un truc comme ça. Enfin bref, tu seras mon serviteur quoi pendant. Il n'a même pas précisé pendant combien de temps. Donc voilà, la semaine prochaine on a un match Miro contre Chuck Taylor. J'imagine que le match sera bien. J'ai hâte du gros match. J'ai hâte du moment où cette histoire va enfin éclater vraiment. Parce que Miro, c'est dingue que ça marche pas plus que ça, quoi. J'avais dans l'idée que Miro arrive à AEW, ça devient une méga star à la Moxley. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Tu me diras, tout le monde peut pas être dans le main event. Bref. Ensuite, nous avons eu Jake Hager contre Wardlow. Wardlow a fait une petite promo avant, c'était mignon, pour dire je suis bon. Sur les abords du ring, il y avait Sammy Guevara, MJF, Santana et Ortiz, donc le reste de l'Inner Circle de Chris Jericho, qui est donc un groupe à 7 membres. 7 membres, c'est trop. Et en l'occurrence, il y a de grosses dissensions au sein de l'équipe, notamment Jake Hager et Wardlow, qui sont un peu les deux marmules de l'équipe, et qui du coup, disons que l'Inner Circle est trop petit pour eux deux, quoi. Ça sonnait beaucoup moins sexuel dans ma tête. Bref. Et donc du coup, ils ont dû décharger cette tension qu'il y avait entre eux dans le ring. Ça sonnait beaucoup moins sexuel dans ma tête. Et globalement, le match était bien. Le souci que j'ai eu, mais alors là c'est 100% subjectif, c'est que comme j'avais vu Rhea Ripley contre Raquel Gonzalez avant, je me suis dit, j'ai déjà vu un match de marmule dans la soirée, et l'autre match était infiniment mieux. Du coup, celui-ci a un peu souffert la comparaison. Il était très bien, mais il n'était pas aussi bon. Il n'était pas au niveau, j'ai envie de dire. Maintenant, il était bien. Il était bien. Wardlow a gagné, et je pense que c'est ce qu'il fallait, parce que Wardlow a eu moins de matchs que Jake Hager à AEW, et je pense que Wardlow est plus jeune, et du coup, il faut protéger davantage Wardlow. Et il y a eu un tout petit segment après que j'ai vraiment adoré, c'est MJF, qui est donc l'employeur de Wardlow. Wardlow est censé être le garde du corps de MJF. MJF et Wardlow ont rejoint l'Inner Circle très tardivement, en fin d'année dernière. Et globalement, MJF, il est sournois, quoi. Il fait le sournois. Tout le monde voit plus ou moins venir qu'il va renverser Chris Jericho pour prendre la tête de l'Inner Circle. Et en ce moment, MJF est très sympa avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, MJF est allé voir Santana parce que Santana venait de perdre son beau-père dans la vraie vie. Et du coup, MJF est allé le voir pour lui dire que s'il avait besoin de parler, il était là. Enfin voilà, il était vraiment adorable. Ce qui n'est pas du tout dans le personnage de MJF. Tu sens le gros calcul du gros bâtard. Et là, MJF est allé voir Hager, donc le gars avec lequel normalement il est moins lié qu'avec Wardlow. Donc MJF est allé voir Jake Hager pour lui dire écoute,
là, tu as perdu, mais ça fait pas de toi un perdant, tu es un gagnant. Tu es excellent. Rappelle-toi tous les records que tu as. Tu es imbattu au Bellator, ça existe. C'est un truc de MMA, je crois. Tu es, enfin voilà, t'es excellent. Oublie pas ça, quoi. Perds pas de vue le fait que t'es vraiment excellent. Bref, je sens qu'MGF est en train de faire sa fouine. Et j'aime ça. Je suis là pour ça. Je vais noter vite fait le. Hop là, tableau. Le match. Ouais. Hager contre Wardlow. Donc j'ai mis B-. Hein. Ouais, B-. Ouais. Peut-être B. Peut-être que ça valait un B. Peut-être que je suis un petit peu difficile. Écoutez. Hop là. Alors, MGF contre Wardlow. Avec en figuration Santana, Sammy Guevara, Ortiz, MGF. Et je ne compte pas Chris Jericho parce que Chris Jericho était aux commentaires toute la soirée. Merde, j'ai mis 13 pour MGF. Hop là. Je compte pas Chris Jericho. Chris Jericho a été aux commentaires toute la soirée et il était vraiment très très drôle. Mais voilà, il était là toute la soirée. Je vais pas lui mettre des points pour toute la soirée. Ensuite, on a. Mais qu'est-ce que c'était que cette daube? Matardi et Private Party étaient en coulisses et Matardi a fait signer un contrat à Private Party. Ils sont en équipe, enfin ils sont censés être en équipe les trois. Enfin ils ont un espèce d'accord de mentor protégé, quelque chose comme ça. Et il y avait Snoop Dogg qui a pas servi à grand chose, qui faisait un peu plante verte. Et globalement, Matardi leur a dit vous inquiétez pas, vous aurez le droit d'avoir des contrats avec des tierces parties. Ça, je vous empêcherai pas d'en avoir. Ce qui est un clin d'œil au fait que. Un clin d'œil. Ce qui est un clin d'œil au fait que la WWE interdit à leurs employés, ils appellent ça des contracteurs indépendants, mais c'est des employés, ils leur interdisent d'avoir des comptes Twitch, des comptes sur Cameo, des comptes OnlyFans. Enfin, ils interdisent d'avoir des comptes sur des tierces parties. Ce qui est très controversé, mais on va pas en parler tout de suite. Et donc voilà. Donc Matardi a fait une petite allusion à ça. Je sais pas où ça va. Surtout qu'ils avaient déjà fait une allusion à ça qui m'avait semblé beaucoup moins lourde et beaucoup mieux amenée quand l'histoire avec la WWE et les tierces parties venait d'être révélée. Il y a Kip Sabian, donc le meilleur ami de Miro dans le kayfabe, qui disait d'ailleurs vous pouvez me retrouver sur Twitch là. Et en dessous il y avait écrit un petit message, ce message est approuvé par AEW. Je me suis dit voilà, ça c'est un pied de nez qui est vraiment très bien fait, c'est très c'est direct, on sait de quoi il parle, mais c'est juste un petit machin dans un que là c'est encore un petit machin. Je me dis ça fait 4 ou 5 semaines qu'on bref, je sais pas où ils vont avec ça. Ensuite, on a eu un segment avec... Donc ça, c'est un match qu'on aura la semaine prochaine. Et là, il y a eu une pesée. Ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a beaucoup fait sourire. Il y a eu une pesée entre Brian Cage et Darby Allin. Donc Darby Allin qui est le champion TNT et qui affrontera la semaine prochaine Brian Cage dans New Year's Eve Part 2. Et donc là, il y avait la fameuse pesée. Brian Cage est arrivé avec tout son crew, donc la Team Taz. La Team Taz, c'est Taz qui est le porte-parole. Brian Cage, Ricky Starks, Hook, le fils de Taz, et Powerhouse Hobbs. Ils sont tous arrivés. Et ce qui est très drôle, c'est que à part Ricky Starks et un peu Hook, ils sont tous extrêmement musclés. Beaucoup trop. Ça n'a aucun sens. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Ces muscles ont des muscles. Bon, bref. Et donc, évidemment, ils ont fait une pesée. Et du coup, il y a 50 kilos d'écart entre les deux. Et quand Tony Schiavone, qui faisait la pesée, a fait remarquer il y a 50 kilos d'écart entre les deux, il y a Taz qui a fait mais forcément, il y a 50 kilos d'écart entre les deux. Regardez, Darby Allin, il s'est pesé avec sa veste, ses chaussures et tout. Genre, il y a 50 kilos d'écart, mais en faveur de Darby. Moi, ça m'a fait rire. Et ensuite, Darby s'est dit ouais, tu te fous de ma gueule, mais j'ai dealé avec ça pendant toute ma vie, 23 ans. Donc, viens, on se tape. Là-dessus, la lumière s'éteint et Sting apparaît.
j'aurais commencé ces stats hebdomadaires le mois dernier. Vous m'auriez vu extatique. Vraiment, tellement content de voir Sting sur la TNT pour la première fois depuis la WCW. Voilà, Sting est un catcheur que j'adore vraiment beaucoup. Le truc, c'est que là, ça va faire 5 semaines que la lumière s'éteint, il apparaît, il se met à côté de Darby Allin, il regarde d'un air menaçant, on passe au segment suivant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sting est apparu, il s'est mis aux côtés de Darby Allin, la Team Taz s'est barrée, segment suivant. À un moment donné, va falloir que Sting fasse quelque chose. Parce que tu peux pas juste arriver... Sting est vraiment très cool. Il est vraiment très très cool. Mais à un moment donné, ça suffit plus. Donc du coup, voilà, je suis un peu resté sur ma faim. J'ai mis C+ à ce segment-là. À ce segment-là qui compte vraiment énormément de gens. Donc allons-y. Je sais pas où on en est. Voilà, on est là. Donc allons-y. Ouh là là, je sais pas où ça va. Ah, ça doit être là. Alors, Darby Allin, Brian Cage, Hook, Powerhouse, Rick, Sting, Taz. Et on a fait le tour. Oh là 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 là, mais cette efficacité. Ensuite, donc on a eu le fameux segment avec MJF et Jake Hager. Ensuite, on a eu un petit segment rapide où FTR ont provoqué Jurassic Express en disant ouais, Marco Stunt, qui est le petit, qui est celui-là. Marco Stunt, tu fais pas vraiment partie de l'équipe, t'es une semi-daube. À chaque fois que ça devient difficile, t'envoies un des deux grands faire le taf à ta place. Et du coup, Marco Stunt a dit ah ouais, quand je veux, je vous prends. Ils ont tous cette voix-là dans ma tête, c'est catastrophique. Quand je veux, je vous prends. La semaine prochaine, c'est Jurassic Express contre FTR et ça sera moi avec un des deux. Parce que c'est vrai que généralement, quand Jurassic Express font équipe à deux, c'est Jungle Boy et Luchasaurus. Luchasaurus qui est un dinosaure. Donc il a 6 millions d'années d'expérience. 60 millions d'années d'expérience. Donc voilà, je pense qu'ils vont se faire défoncer la semaine prochaine. On en reparle la semaine prochaine. Ça tire à balles réelles dans le chat, j'aime ça, c'est de la bonne rage, c'est cool. Ensuite, on a eu texto ce avec quoi j'ai un problème à AEW, un match pour un match. Il était vraiment excellent, Cody Rhodes contre Matt Sydal, avec Snoop Dogg dans le coin de Cody, genre vas-y, j'imite très bien Snoop Dogg. Et voilà, le match était vraiment très bon. Mais, à moins qu'il y ait une histoire après, pendant le match, c'est vraiment la seule histoire qu'il y a vraiment. Pendant le match, Cody a frappé Serpentico à l'extérieur du ring. Serpentico qui est un catcheur masqué. Sans faire exprès, il voulait taper Matt Sydal, Sydal a esquivé et c'est Serpentico qui s'est pris le coup dans la gueule. Du coup, après le match, après la victoire de Cody, la victoire évidente de Cody, Serpentico est arrivé sur le ring avec Luther, son partenaire par équipe. Cody Rhodes et Matt Sydal se sont mis à deux pour battre Serpentico et Luther. Et à un moment donné, Snoop Dogg s'est dit « vas-y, je participe ». Et Snoop Dogg est monté sur le coin et a fait le pire frog splash du monde sur Serpentico, puis il a fait le tomber. Cody Rhodes a compté jusqu'à 3. Et le timekeeper qui se sentait d'humeur badine finalement a fait sonner la cloche. Donc voilà, historiquement, Snoop Dogg a une victoire sur Serpentico, semble-t-il. Non, c'était marrant. Voilà. Au moins, ça, je peux en parler un peu, si vous voulez. Matt Sydal contre Cody Rhodes, ça allait vraiment nulle part. Et tout le principe du truc, c'était pour, d'une part, amener des yeux sur AEW, parce que Snoop Dogg est une star qui dépasse de loin la notoriété de AEW, je pense. Non, je suis sûr. En plus, Cody et Snoop Dogg hostent un show sur TNT qui s'appelle le Go Big Show, qui n'est pas un show d'appréciation de Big Show, genre Go Big Show, Go Big Show. Non, c'est le Go Big, allez gros.
Allez gros, ça veut dire quelque chose en italien, c'est fantastique. Go big, voilà, donnez tout, chaud. Voilà. Ça a l'air d'être un show où la France a un incroyable talent, mais sous testostérone. Voilà. C'était marrant, c'était marrant. Voilà, j'ai mis des B, je crois. J'ai mis des B sympathiques à ce truc-là. J'ai mis quoi? J'ai mis B- à Cody avec Snoop Dogg contre Matt Seidel. Allez, c'est parti. Cody, il est là. Snydel, il a pas d'histoire, donc il va être quelque part par là, ici. Et Snoop Dogg, j'imagine qu'il est dans les noms. Il est là, il est là. Je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Snoop Mania Running Wild, exactement. Ensuite, j'ai complètement oublié de. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a 2 segments. Hop là. Donc il y a et Snoop Dogg n'était qu'un manager. Un peu de rigueur, s'il te plaît. Sinon, le stage de fin d'année, il est tout pété. Alors que tel qu'il est, il est absolument pas pété. Alors, on a ensuite on a un B, c'est ça. On a un B pour Snoop Dogg. Cody Rhodes. Où il est Cody? Il est Cody Rhodes. Hop. Cody. Matt Seidel, toujours sans histoire. Il est où? Il est là. Et Serpentico et Luther qui n'ont pas d'histoire non plus. Serpentico ici et Luther ici. Voilà. Bon. Beaucoup de gens. Hop là. Ensuite, on a eu... ensuite, on a eu la déception de la soirée, mais comme très souvent à AEW. Le match féminin. J'aime beaucoup Abaddon. J'aime beaucoup Abaddon pour des raisons évidentes. Son personnage est très marqué, on va dire ça comme ça. Globalement, son personnage, c'est que c'est une espèce de ghoul zombie, personnage de film d'horreur. Le truc, c'est que cette rivalité avait été vraiment amenée, genre Abaddon est inarrêtable, si vous voulez. Alors, d'une part, Hikaru Shida a gagné de façon très décisive et très rapide et très soudaine, après juste un coup de genou dans la gueule, ça finit pour battre Abaddon. Donc ça, c'est un des problèmes que j'ai avec le match. L'autre problème que j'ai avec le match, c'est que ils ont vachement essayé de jouer la carte Abaddon essaye de tuer Hikaru Shida, quoi. À un moment donné, elle a fait semblant de lui mordre la cuisse. Sur le coup, je me suis dit, oh là, je crois que la peau est plus fine, il me semble, à l'intérieur de la cuisse. Donc du coup, ça. Le problème, c'est que du coup, ils ont fait ça au début du match, à la fin du match, il n'y avait aucune marque, il n'y avait rien. Du coup, ça faisait très. Le catch doit faire un effort pour te rappeler qu'il est, pour te faire oublier que c'est faux. Et du coup, quand ça va trop loin, bah il y a cette frontière là qui s'évanouit, qui te sort complètement du match. Et il y a un autre spot, et ça a vraiment été le spot qui m'a fait grincer des dents un peu. C'est elles sont allées toutes les deux sous le ring. Je me suis dit, c'est rarement très bon ça. C'est rarement très bon. Abaddon est ressortie en premier, elle avait du sang dans la bouche. Je me suis dit, ça peut être très très cool si c'est bien fait parce que du coup, je sais pas, on aurait pu imaginer que le match est interrompu parce que Hikaru Shida est retrouvé dans une mare de sang, j'en sais rien. Mais pas du tout en fait. Hikaru Shida est sorti ensuite avec du sang au niveau du cou. Et je me suis dit non. C'est-à-dire que si Abaddon a mordu au sang le cou d'Hikaru Shida, Hikaru Shida est morte. Et là, du coup, je pouvais pas m'empêcher de me dire, elles se sont mis du faux sang et à m'imaginer Abaddon et Hikaru Shida en train de se mettre du faux sang. Enfin, voilà, du coup, ça m'a complètement sorti du match. Maintenant, tout ce qui n'était pas décevant était correct. Mais j'attendais vraiment plus de ce match-là. C'est pour ça, c'est pour ça que je lui ai mis un D+. Et le plus, je sais même pas pourquoi. Parce que ça a vraiment été une énorme déception. Et en plus, le match féminin est toujours juste avant le main event, quoi. C'est vraiment le spot. C'est vraiment l'impression qu'ils traitent le catch féminin comme si c'était une pause pipi, quoi. Ça doit être ouais, c'est ça.
Et du coup, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu frustrant. Voilà, j'ai vraiment pas trouvé le match bon, quoi. C'est frustrant. Après ça, on a eu Tainara Conti, non, elle s'appelait comme ça, NXT. Tai Conti qui a défié. Est-ce que j'ai une illustration pour ça? Oui. Tai Conti qui a défié Serena Deeb pour le titre de NWA. Si vous suivez un peu les stats, vous savez que le titre NWA est défendu à AEW pendant que NWA ne font plus de shows hebdomadaires à cause de la Covid, pardon. Tai Conti a fait remarquer à Serena Deeb qu'elle avait, elle avait de l'aide, elle avait le Dark Order avec elle. Donc voilà, il y avait John Silver et Alex Reynolds et Anna Jay du Dark Order qui étaient là avec elle. Ensuite, on a eu ensuite on a eu le main event, donc je vais d'abord dire il y a eu une vidéo avec Pac et les Lucha Bros dont fait partie Rey Fenix. Rey Fenix et Penta El Zero Miedo, pas Miero comme je croyais. Rey Fenix et Penta El Zero Miedo qui sont donc les Lucha Bros et qui font partie du Death Triangle avec Pac. Voilà. Pac est le troisième membre de Death Triangle. Et donc, ils ont fait une petite promo rapide pour dire qu'ils n'allaient pas intervenir dans le match parce que c'était le moment de Rey Fenix. Le match était vraiment, vraiment, vraiment excellent. Mais il était 100% conçu autour de Rey Fenix. Parce que Kenny Omega a rien à prouver. Tout le monde sait que Kenny Omega est l'un des meilleurs catcheurs du monde. Il est champion, il est excellent. Il n'y a vraiment aucun... il est excellent. Et du coup, tout a servi à montrer l'offensive de Rey Fenix qui est absolument incroyable. Comme ça, de tête, il a fait un tope con hilo absolument dingue à l'extérieur du ring. C'est forcément à l'extérieur du ring. Tope con hilo, c'est tu sautes par-dessus la troisième corde et tu fais un saut périlleux et globalement, tu tapes avec ton cul sur l'adversaire. Pas forcément avec ton cul, ça peut être avec ta tête. Enfin, ça peut être... globalement, tu fais oui, tu tombes sur l'adversaire. Là, je dis avec son cul parce qu'en l'occurrence, c'est vraiment le cul qui a tapé, mais qui a tapé la barricade de l'autre côté. Ça a été très impressionnant parce qu'évidemment il met toute la vélocité du monde là-dedans. Il a fait quoi de génial? Il a fait un saut périlleux arrière par-dessus Kenny Omega qui était penché et lui a enchaîné avec un German suplex. Kenny Omega est tombé mais vraiment pratiquement au niveau de son cou. C'était forcément ses omoplates parce que sinon il serait mort, mais ça avait vraiment l'air d'être au niveau de son cou. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a contré un One Wing Angel, donc la prise de finition de Kenny Omega, avec un Dragon Rana. Donc globalement, non. Phoenix était assis sur les épaules de Kenny Omega et plutôt que de se laisser attraper comme ça pour que Kenny Omega fasse son One Wing Angel, Rey Fenix s'est laissé basculer en arrière pour que Kenny Omega soit emporté et tombe sur sa tête en arrière. Bon, ça a été un match vraiment, vraiment excellent. Et je lui ai mis un A+, et il ne l'a pas volé. On va passer au tableau pour que je mette le A+, tant mérité, à pouf, Kenny Omega et Rey Fenix. Mais alors ensuite, on a eu le segment, sans doute le segment de la semaine. Vous allez voir quand on fera ça après-demain, pour parler de SmackDown, NXT UK et 205 Live. Je mets aussi 6 points par semaine. Et je pense que là, les 6 points vont aller dans ce dernier segment. Globalement, personne ne vient... Enfin, Don Callis, qui est l'espèce d'abominable enfoiré qui accompagne Kenny Omega sur le ring, est venu à inciter Kenny Omega à poursuivre le passage à tabac sur Rey Fenix, disant que personne n'allait venir l'aider. Et pour cause, personne n'est venu l'aider parce que en coulisses, on montrait des images en coulisses, Eddie Kingston, qui est l'une de mes grosses révélations de 2020, j'aime beaucoup Eddie Kingston et on en parlera la semaine prochaine. Eddie Kingston, The Butcher and the Blade, qui est une équipe et qui sont tous en rivalité avec le Death Triangle. Eddie Kingston, The Butcher and the Blade ont agressé en coulisses Pac et Penta L0M. Et du coup, ils sont pas venus aider Rey Fenix. Qui c'est qui est venu aider Rey Fenix? John Moxley, qui a pas attendu.
qui a pas attendu très longtemps. Il a attendu que le match soit fini, mais alors une fois que le match est fini, il est arrivé avec une batte de baseball avec du fil barbelé autour et il a mis un coup à Kenny Omega. Et là-dessus, bordel de nom de Dieu, SmackDown NXT UK et 205 Live. Je dis ça parce que c'est Yumeka qui me demande, c'est que ça a dû bugger. Je suis désolé, hein, j'ai des bugs de connexion. La fibre bretonne, je peux pas faire mieux pour le moment. Donc je disais, et là, les Good Brothers sont intervenus. Les Good Brothers, un peu de contexte, c'est les actuels champions d'Impact Wrestling, qui est une autre fédération, donc ils ne sont pas signés avec AEW. Par contre, ils font partie des membres originaux, si on veut, du Bullet Club, une faction créée d'abord à New Japan, une autre fédération japonaise. Le Bullet Club qui a été créé très schématiquement par Finn Balor et les Good Brothers. Finn Balor est parti à la WWE, c'est AJ Styles qui a repris le flambeau. AJ Styles est parti à la WWE, et ensuite les leaders du Bullet Club ont été Kenny Omega, Adam Cole, bref, il y a eu plusieurs, Marty Scurll aussi je crois, bref, il y a eu plusieurs leaders du Bullet Club, mais voilà, ils ont tous fait partie à des moments différents de cette faction, le Bullet Club. Donc du coup, les Good Brothers sont venus aider Kenny Omega contre Jon Moxley dans une espèce de reformation du Bullet Club interfédération, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas un truc qui se fait normalement dans le catch. C'est en ça que Kenny Omega qui se barre de AEW pour aller à Impact, c'était vraiment un énorme séisme dans le monde du catch, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Et là, que les Good Brothers interviennent à AEW, c'est vraiment inattendu. C'est vraiment, enfin, la seule métaphore qui me vient, c'est Mario et Sonic, quoi. C'est des trucs qu'on ne pouvait pas imaginer et qui ont fini par arriver. Sauf que, imaginez un excellent jeu Mario, Mario et Sonic. Donc Gallows et Anderson sont intervenus. Là, il y a tous les catcheurs qui étaient dans le public, parce que à AEW, ils mettent des catcheurs dans le public, les catcheurs qui font rien, l'undercard, quoi, si vous voulez. Ils sont dans le public, ils sont tous intervenus pour essayer d'empêcher les Good Brothers et Kenny Omega de s'en prendre à Jon Moxley. Ils se sont tous fait péter la gueule par les Good Brothers. Et là-dessus arrivent les Young Bucks. Et là, on se dit, les Young Bucks, c'est les héros. Ils vont venir aider tout le monde. Ils vont confronter les Good Brothers. C'était sans compter sur le fait que les Young Bucks ont aussi fait partie du Bullet Club. Et du coup, il y avait cette question. Est-ce qu'ils vont s'aligner avec Gallows, Anderson et Omega, ou est-ce qu'ils vont les affronter? Est-ce qu'ils vont être du côté du bien, ou est-ce qu'ils vont être du côté du Bullet Club? Eh ben, ils ont répondu très très vite en faisant le signe du ralliement du Bullet Club que on voit souvent AJ Styles et Finn Balor faire à la WWE. Et du coup, le Bullet Club s'est reformé à AEW. AEW avec un croisement à Impact. Et du coup, j'imagine qu'il va y avoir des ramifications à New Japan. Enfin, c'est un truc vraiment énorme qui est en train de se passer. J'ai juste mis un A à ce segment-là, pas un A+, ni un S. Parce que, pour moi, c'est allé très vite. Pour moi, tout a fait un peu précipité. Ça, c'est le seul défaut que je trouve à ce truc-là, parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme qui se passe. Et c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, les points de la semaine, ils vont être distribués là-dedans, parce que c'est vraiment un énorme moment. Voilà. Je vais mettre ces derniers points. Donc là, du coup, il y a vraiment beaucoup de points à attribuer. Allons-y. 17 points à Don Callis, Kenny Omega, Pac, puisqu'il s'est fait agresser, Penta aussi s'est fait agresser, Rey Fenix s'est fait agresser, tout le monde s'est fait agresser, tu t'es fait agresser, je me suis fait agresser. Ensuite, donc ça, c'est les côtés des gentils qu'on a pris plein le cul. Ensuite, on a la Kingston Family, ils sont où? Ils sont là. The Blade, The Butcher, The Bunny, The Butcher et Eddie Kingston. Ouais, Lance Archer n'était pas là, je sais pas, il est peut-être blessé, je ne sais pas, parce que Lance Archer est en rivalité avec Eddie Kingston en ce moment normalement. Qui j'oublie? Donc ensuite on a Jon Moxley qui a eu 2 segments notés A dans la soirée, c'est une bonne soirée. Gallows et Anderson que j'ai rajouté juste avant de faire le live. Les Young Bucks évidemment. Et j'ai rajouté les Varsity Blondes qui faisaient partie des jobbers qui se sont fait défoncer, parce que pour moi ils ont eu plus de... Ils ont été plus
plus impliqué, j'ai eu l'impression dans ce beatdown, on va appeler ça comme ça. Dans ce passage à tabac, parce que j'aime pas parler en anglais quand je parle en français. Les points bonus. Et les points bonus, ça va être extrêmement long parce que je mets des points bonus à tout le Bullet Club. Parce que je suis comme ça, moi je suis quelqu'un de généreux. Je ferai ça hors caméra. Je vais mettre 3 points au Bullet Club. Mais ça veut dire que je vais mettre 3 points à Kenny Omega, à Matt Jackson, à Nick Jackson, aux Young Bucks, aux Good Brothers. Bref, je vais mettre des points partout. Sauf là où vous imaginez. Hop, hop. Et j'ai mis 2 points à Rey Fénix, qui a vraiment brillé dans son match. J'ai trouvé ici. Et j'ai mis 1 point à Jon Moxley. J'ai un peu débordé. C'est le thème de la soirée. J'ai un peu débordé sur l'horaire. C'est pas grave, je vais quand même prendre le temps de répondre à 2 ou 3 de vos questions. J'ai cru voir qu'il y avait des trolls qui avaient débarqué, mais on sait comment gérer ça. On sait comment ça se fait. Hop là, hop et hop. Voilà, je vais répondre vite fait à certaines de vos questions. On va se prendre 5 minutes de questions, sauf s'il n'y a pas de questions évidemment, auquel cas on rend l'antenne, comme on dit dans le jargon de la télévision. On fait ce qu'on peut, hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des conseils pour améliorer le live, améliorer tout ce concept de stats. Voilà, si vous avez des suggestions, des remarques. Me réclamez pas de photos parce que vous voyez, c'est déjà un petit peu galère quand j'aurai un stream deck, ça sera plus simple, mais là pour l'instant j'en ai pas, ils sont en rupture de stock. Pour l'instant je peux pas mettre de photos, je peux pas interagir plus avec mon ordi. J'ai déjà l'impression que ça empiète un peu sur le rythme de la vidéo. Hydratez-vous, c'est important. Caroline qui est restée jusqu'au bout, qui n'a pas compris un mot de ce que j'ai dit, je suis sûr, mais qui est restée jusqu'au bout. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Est-ce que j'ai déjà mis des F? Oui, j'ai déjà mis des F. J'en mets très, très peu souvent. Là, de tête. F, c'était Matardi contre Sammy Guevara l'année dernière, quand Matardi est mort. Goldberg contre Undertaker l'année dernière? Non, l'année d'avant, je sais plus. Donc voilà. Ou Goldberg est mort. Une petite musique en fond, ça va être compliqué. J'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Surtout que j'ai peur que ça soit un peu entêtant pour vous. Je sais pas. On pourra essayer. Mais je garantis rien parce que j'ai peur que ça soit. J'ai peur de devoir gérer les volumes. J'ai peur que vous. Enfin voilà, ça va être compliqué. Yumeka qui me demande si ça sera mis sur YouTube. Non, ça sera pas mis sur YouTube parce que j'ai pas envie de noyer Linksoft sous le contenu de catch. J'ai vu que c'est des trucs que je vais faire 3 fois par semaine. J'ai peur que ça soit très saoulant pour les gens, que ça intéresse pas du tout. Je vais peut-être uploader les bilans qu'on fera éventuellement comme ça si ça vous va. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, éventuellement pour les bilans de PPV, je les mettrai peut-être sur Linksoft, mais pas tous. Pas tous. Ça s'est passé beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Je pensais vraiment que j'allais galérer et pas vraiment. Kilmara ou Kilmars? Non, Kilmars. Kilkamars. Faut vraiment que je change ces lunettes. Me demande Rollins contre le Fiend. Tu me demandes si j'ai mis F à ce match-là. N'hésitez pas à faire des phrases complètes. C'est vachement plus simple pour se faire comprendre. Non, je crois même pas lui avoir mis un F. Je crois même pas lui avoir mis un F parce que F, c'est vraiment F. Comme je le mets sur mon tableau, F, c'est vraiment j'ai aucun moyen de défendre ça de quelque façon que ce soit à quelqu'un qui me dit attends, tu cautionnes ça? Voilà, c'est vraiment ça m'embarrasse en tant que fan, mais vraiment ça m'embarrasse quoi. C'est pas genre bon, ça c'est un petit peu nul mais c'est pas grave. C'est vraiment faut que je me force à faut que je me force à accepter ça alors que j'ai vraiment pas envie. Est-ce que tu comptes faire participer ta community cash sur le Discord dans tes vidéos?
Non, parce que je vois vraiment pas comment. Désolé. Euh... Sombrieux, je suis désolé, je comprends pas ta question. F, ça doit être aussi rare que les S, voire même plus rare. Bonjour au passage. Bonjour Fircel et bonne année. C'est à peu, ouais, c'est à peu près dans cette idée-là. F, c'est comme les S. C'est vraiment très très rare. Du coup, si tu as répondu à cette question, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il en est du stage 2020? Il est organisé. Je sais quelles sont les entrées. Je sais dans quel ordre je vais présenter les entrées. Il n'est pas encore enregistré. C'est mon projet là à très court terme. Normalement, la prochaine vidéo que j'enregistre, c'est le stage de 2020. Peut-être aujourd'hui. Là, j'avoue que j'ai beaucoup parlé, donc je ne sais pas. Je vais déjeuner. Je vais me faire une pause déjeuner, puis on va voir. On va voir. Mais voilà, si je l'enregistre pas aujourd'hui, je l'enregistre demain, quoi. Et du coup, je le file au monteur masqué après, et va y avoir un travail très très lourd dessus. Donc il y a peut-être moyen qu'il sorte fin janvier. Moi, je tablerai plutôt sur début février pour être sûr. Je vais regarder, on se provient de la région du cache, les livres réguliers seront pas sur YouTube. Ouais, on verra ça, on fera peut-être un point, Yumeka, voilà. RIP, les pop au sol. C'est parce que je les range et j'ai pas fini. Celle-ci, il faut qu'elle dégage pour que je mette des trucs, d'autres trucs. On est en train de parler complètement autre chose. Merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était très sympa, ça s'est nettement mieux passé que ce que j'imaginais. J'ai fait ploc avec ma bouteille. J'espère que c'était sympa pour vous. On se retrouve donc normalement après-demain pour NXT UK, SmackDown et 205 Live. Je prends les conseils, comme d'habitude. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, je l'ai déjà dit. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour... Enfin voilà, après-demain pour... J'allais vous dire un truc, j'allais essayer de vous hyper pour un truc, mais je me rends compte que je ne sais pas du tout ce que nous réservent les shows à venir là. Qu'est-ce qu'il y aura à SmackDown? Il y aura Roman Reigns, et Roman Reigns est très cool, voilà. Bonne journée à tous et à la prochaine, ciao tout le monde. Alors, où est-ce qu'on quitte? Voilà, c'est ici, je clique là-dessus.